La vie ordinaire. C'est un concept qui peut faire peur ou qui peut rassurer. En tout cas, c'est un concept qui a été très peu pensé. Et la philosophe Adèle von Rett, justement, y a consacré son dernier livre. Adèle, c'est la présentatrice des Chemins de la philosophie, que vous connaissez sans doute, et qui vient sur ce podcast pour parler de la vie ordinaire, mais qui, avec moi, parle surtout du fait d'être enceinte, qui est un élément qui a été encore moins pensé, finalement, par les philosophes, sans doute parce que majoritairement, les philosophes étaient des hommes, et que la plupart des philosophes femmes n'ont pas eu d'enfants. Donc c'est un sujet ordinaire, et en même temps extraordinaire. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Adèle. Bonjour Grégory. Alors, tu as écrit un bouquin sur la vie ordinaire. Et en fait, la première remarque que je me suis fait en le lisant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire d'abord, mais surtout, moi j'ai trouvé ça heureux. Et en fait, quand j'ai écouté des interviews que tu avais données sur le bouquin dans d'autres médias, en fait, je me rendais compte que la vision était très différente d'une personne à l'autre, parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça très dur en réalité. Toi, tu as ton point de vue de philosophe sur la vie ordinaire. D'abord, peut-être pourquoi tu as écrit un bouquin sur la vie ordinaire, mais ensuite, sur cette dichotomie des avis sur ce sujet. J'ai été fascinée de voir que chaque retour que j'avais semblait être un retour d'un lecteur qui avait lu un livre différent. C'est comme s'il y avait autant de livres que de lecteurs, et vraiment de manière très surprenante, même si je sais que le livre est protéiforme et donc prête à la multiplicité des interprétations et des lectures. J'avoue qu'à ce point-là, c'était assez fou, et je suis contente de t'entendre redire que pour toi c'est un livre heureux, parce que je crois que ça l'est. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur le côté plus douloureux ? Déjà parce que je crois que la lecture peut être éprouvante pour certains, et ça je l'entends, et je le conçois, et je l'assume, parce que ça peut bousculer, ça je crois, on y reviendra peut-être. Mais aussi parce qu'il me semble que, de même qu'il est plus facile d'écrire sur le drame que sur le bonheur, il est plus facile quand on en parle, pour les entretiens que je donne, d'insister sur le côté problématique plus que sur le côté tout va bien. Un problème, on a des choses à en dire. L'absence de problème, on croit qu'il n'y a rien à en dire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle pas de la dimension heureuse. Donc oui, moi je suis d'accord, je pense qu'elle y est, et je pense même que c'est presque le mouvement principal du texte, au fond. Que s'il n'y avait pas ce bonheur-là premier, le problème lui-même que je nomme de la vie ordinaire ne se poserait pas. Et que même la trajectoire de l'écriture serait très différente, c'est sûr. Et alors, c'est étonnant parce que c'est un bouquin de philosophie. Souvent, tu sais, on a tendance à imaginer que les bouquins de philosophie, c'est rébarbatif, c'est compliqué, etc. Et là, ce qui est génial, c'est que comme c'est écrit sous la forme quasiment d'un roman, en tout cas d'une forme de narration, voilà, qu'on pourrait considérer comme autobiographique, qui n'est pas nécessairement, mais en tout cas qui s'en approche un petit peu, bah, du coup c'est très fluide et très facile à lire. Et il y a un élément dont tu parles beaucoup, qui est ta grossesse, ou en tout cas la grossesse de la narratrice. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un sujet qui est très peu abordé par les philosophes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Ben non. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais il m'importait de le dire et de le poser sous forme de questions. C'est pas un livre qui défend une thèse argumentée, c'est vraiment un livre qui soulève des questions. Et peut-être des questionnements chez le lecteur. Et cette question-là, quand elle s'est formulée à moi, elle m'a paru absolument dingue de me dire qu'après des années d'études de philosophie, je me rendais compte que l'expérience que j'étais en train de faire, puisque ça m'est arrivé, qui est l'expérience de la grossesse, ne figurait pas dans les textes de philosophie que je connaissais. Peut-être que ça existe et que je les connais pas. Ça fait 20 ans que j'ai des textes de philosophie, mais je conçois tout à fait que, je suis loin d'avoir tout lu. Il y a plein de choses qui existent que je connais pas, et je serais ravie qu'on me les indique. Aristote parle de l'accouchement et des règles, je crois, à un moment. Voilà, il y a des petites évocations comme ça, mais on peut pas dire que la grossesse tienne une place centrale dans l'histoire de la philosophie. Alors pourquoi ? L'explication la plus simple, ce serait de dire parce que l'histoire de la philosophie, jusqu'à il y a très peu de temps, a été faite par des hommes. Et les hommes, par définition, ne font pas l'expérience de la grossesse. Ce à quoi on peut répondre, certes, mais on peut aussi parler des choses qu'on ne vit pas à soi-même. Je veux dire, ces hommes-là, pour certains, ont été mariés, pas tous. Pour certains, ont eu des enfants, donc puis ils savent très bien ce que c'est que la grossesse. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce silence ? Est-ce que c'est parce que c'est indigne pour la réflexion philosophique ? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à le penser ? Est-ce que c'est parce que finalement l'expérience même de la grossesse est quelque chose qui nous détourne de l'activité de la philosophie ? Ça, c'est une hypothèse que moi j'aimais. Pourquoi les femmes philosophes, celles qui ont fait l'expérience de la grossesse, ont-elles choisi de ne pas en parler ? Je ne crois pas que ce soit un choix délibéré. C'est même plutôt étrange d'en parler, quand on y pense. Pourquoi moi est-ce que je parle de ma grossesse alors qu'on se dit que c'est quelque chose de privé, d'intime ? Mais je crois que, moi, formuler comme ça la question m'intéresse parce que je crois sincèrement que pour pratiquer la philosophie, pour réfléchir,
pour tout ce qui relève du travail de l'esprit, on a besoin de se détourner de ce qu'on peut appeler la vie ordinaire. Que la vie ordinaire, le rythme qu'elle impose, les contraintes qu'elle impose, les joies aussi, mais c'est quelque chose qui devient un obstacle pour la pensée. Et donc, les rares moments où les femmes philosophes ont pu s'isoler pour écrire, elles n'allaient pas écrire sur ce qui les empêchait d'écrire. Vous voyez ? C'est assez clair, en fait. C'est assez simple quand on le dit comme ça. Et moi, ça a été presque un effort de me dire, mais non, je vais écrire là-dessus à partir de ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je dis « je », et c'est pour ça qu'il y a une narration, pour conjurer le côté essai de philo, comme tu dis, qui aurait pu être un peu pesant, mais aussi parce que je voulais partir d'une expérience intime. Et qui est cette intimité-là avec le lecteur. À aucun moment, je pense que j'ai raison, ou encore une fois, je ne veux pas affirmer quelque chose, mais j'aimerais que le lecteur s'identifie, homme comme femme d'ailleurs, à ce que la narratrice est en train de vivre, pour l'emmener vivre cette expérience-là. Parce qu'ensuite, il me suivra mieux pour réfléchir à partir de cette expérience-là. C'est ça le stratagème que j'ai mis au point. Ouais, et c'est vrai que, donc moi je suis un homme, nécessairement je ne suis jamais tombé enceinte par essence, et ça donne un autre regard finalement à cet événement. Mais alors du coup, ce que je me demande, c'est que donc c'est un bouquin sur la vie ordinaire, c'est le titre du livre, et en même temps c'est un événement ordinaire et extraordinaire dans la vie. Donc toi, tu le positionnerais de quel côté ? Enfin, comment tu abordes la grossesse ? Est-ce que c'est extraordinaire ou ordinaire ? Et c'est un peu les deux en réalité. Oui, déjà je précise que la vie ordinaire, c'est pas une chose en soi. C'est pas un endroit de la vie, c'est un rapport au monde. Ça veut dire que ce que je nomme ordinaire, c'est la manière dont je vis mon rapport au monde à un moment donné. Et donc la vie ordinaire, c'est ce que j'en fais. C'est en soi ni bien ni mal, ni dégoûtant ni doux. C'est ce que tu disais au début, dis-moi j'ai vu beaucoup de bonheur. Il y a les deux en fait, effectivement, et cette ambivalence, elle est très importante. Donc il faut distinguer ce que je nomme moi la vie ordinaire de quelque chose qu'on qualifie d'ordinaire, comme un adjectif qui signifie courant, qu'on connaît très bien, qui attire pas trop l'attention. À ce titre, la grossesse est quelque chose qui n'est pas du tout ordinaire, parce que pour celui ou celle qui la vit, parce que je pars du principe que même si les hommes tombent pas enceintes, ils vivent l'expérience de la grossesse quand même, pour ceux qui ont attendu un enfant, il y a quelque chose d'extraordinaire au sens d'exceptionnel et d'imprévisible. L'expérience de la grossesse, comme toute expérience, ne correspond jamais à l'idée qu'on s'en faisait avant. Mais, en même temps, c'est aussi quelque chose de très courant. Il y a énormément de femmes qui tombent enceintes et d'hommes comme femmes qui attendent un enfant. Donc voilà, moi en fait j'aime bien sortir de l'opposition ordinaire-extraordinaire parce que je crois qu'elle renseigne pas trop sur ce que c'est que la vie ordinaire. Si on sort de l'opposition, l'ordinaire c'est le banal et l'extraordinaire c'est l'incroyable et l'exceptionnel, alors on peut commencer à réfléchir à ce que c'est que cette ambivalence de la vie ordinaire. Et donc ça implique un travail de redéfinition de ce qu'est l'ordinaire, ce que j'essaye de faire dans le bouquin. En essayant de rendre ça un peu drôle. Enfin, je mets en scène cette personne, cette narratrice qui me ressemble beaucoup, donc, qui veut à tout prix écrire un essai sur la vie ordinaire et qui arrive pas. C'est aussi le récit de ça. C'est une sorte d'épopée qui foire, quoi. Et ça m'a amusé de le présenter comme ça. Et en fait, tu différencies un petit peu l'ordinaire du quotidien. Ouais. Alors, bien sûr, ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut pas vraiment le nommer précisément. La vie ordinaire, c'est quelque chose... On peut le nommer, mais c'est pas un lieu. C'est justement, c'est une manière dont le réel m'apparaît à un moment donné et qui me renseigne sur moi. Et en même temps, c'est quelque chose... Je sais, est-ce que... Enfin, je pense que le quotidien... Enfin, on peut facilement associer ordinaire avec commun, avec ennui. Ouais. Alors qu'en fait, il y a aussi quelque chose de très rassurant dans l'ordinaire. Oui. Et c'est là où, du coup, c'est là où on revient dans cette ambivalence entre bonheur, malheur de l'ordinaire. C'est-à-dire que tu as envie de vivre des choses exceptionnelles et dans le même temps, c'est très rassurant d'être dans l'ordinaire. C'est-à-dire, tu vois, de vivre des choses. Oui. En fait, le problème avec la vie ordinaire, c'est qu'on n'y échappe jamais. C'est pas en soi. Moi, j'ai aucun problème avec la vie ordinaire de tous les jours. Je suis plutôt assez heureuse d'ailleurs et contente de me réveiller. Et j'aime bien être chez moi. J'adore être chez moi. La vie domestique en elle-même n'est pas un poids. Le problème survient quand la vie ordinaire devient l'horizon de l'existence. C'est quand il n'y a rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'on a eu tant de mal à rester chez nous pendant le confinement, y compris pour ceux qui étaient très heureux ? C'est parce que quand l'existence se réduit à son cadre le plus ordinaire, il y a quelque chose d'insupportable. On se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on est en vie si c'est pour finalement faire des tartes toute la journée ? Ce qui est très bien, j'adore faire des tartes, mais si c'est tous les jours, 3 fois par jour, ça me rend folle, comme tout le monde, je pense, sauf les cuisiniers qui en ont fait un art, et j'en fais pas partie. Voilà, le problème, et c'est celui-là, c'est celui de l'horizon.
La vie ordinaire en tant que telle n'est ni problématique, ni douce. Ça dépend, en fait, de comment nous, on l'aborde, et ça dépend de la manière dont on conçoit notre propre existence. Et ce caractère doux et réconfortant de la vie ordinaire, il est très important. On le trouve dans la vie quotidienne. Donc, pour le dire très rapidement, la vie quotidienne, c'est comme le cadre extérieur de la vie ordinaire. Mon quotidien, je peux le nommer. D'ailleurs, je dis mon quotidien. Mon quotidien à Paris, c'est de me déplacer en vélo, c'est de déjeuner à tel endroit, c'est aujourd'hui d'être chez toi pour faire le podcast. C'est mon quotidien. Je peux en changer. Si je vivais à Rome, mon quotidien serait très différent. En Sibérie, encore plus. L'ordinaire, c'est ce qui reste. Quand je change de quotidien, je change pas le rapport ordinaire à l'existence. Je le trimballe avec moi. C'est quelque chose qui me colle à la peau. Et c'est pour ça que ça peut être très pesant. Donc c'est pour ça que le quotidien, lui, me rassure, parce que je le fais à mon image aussi. Parfois, et au contraire, quand je peux pas le faire à mon image, il me pèse et il me donne envie d'aller vivre ailleurs. Ça, c'était là, surtout en ce moment, tout le monde a envie d'aller vivre ailleurs. En revanche, ce qu'on réalise, c'est qu'une fois qu'on vit ailleurs, on se rend compte qu'on se retrouve face à l'ordinaire qui est quand même toujours là, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'échappe pas, qui ne dépendent pas du lieu où on vit, de la personne avec qui on vit, de l'activité professionnelle qu'on pratique. Quel que soit l'endroit où je vis, il y aura une répétition des jours et des nuits, le temps qui passe, les choses qui me constituent et dont je peux pas me défaire. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là que j'appelle l'ordinaire et dont on se défera pas ? Et est-ce qu'on peut l'assimiler à l'ennui ou Moi, je crois pas. L'ennui est quelque chose. C'est intéressant d'ailleurs le thème de l'ennui, mais l'ennui signifie qu'on ne sait pas, qu'il y a aucun aiguillon qui vient nous piquer pour nous donner envie de faire quelque chose. Je crois qu'à l'inverse, l'ordinaire serait cet aiguillon-là. C'est l'inverse. Ça me titille, mais je sais pas quoi en faire. Mais je sens qu'il y a comme un appel, parce que tantôt ça me projette vraiment, me donne envie de vivre très loin de cette planète. Tantôt, au contraire, ça m'apaise. Mais dans les deux cas, ça me laisse pas tranquille. C'est pour ça que j'aime bien ce terme d'intranquillité, qui, à mon sens, définit exactement ce que la vie ordinaire me produit en moi. Ouais. Et pour le pire et pour le meilleur. Alors que l'ennui est quelque chose c'est comme un filtre qu'on dépose sur notre propre existence et qui la rend absolument inintéressante. J'ai le problème inverse. Moi, je trouve tout intéressant et j'ai envie de refaire quelque chose tout le temps et ça m'agace quand j'arrive pas à en faire quelque chose. L'ennui, je crois que ça fait bien longtemps que j'ai pas expérimenté ça. C'est important, l'ennui. C'est très important. On dit toujours qu'il faut que les enfants s'ennuient, c'est comme ça qu'ils ont des idées, etc. Bien sûr, mais après on choisit pas de s'ennuyer. Généralement, c'est quand on va pas dire tiens, aujourd'hui je vais m'ennuyer. Et puis je me demande même si l'ennui est pas contradictoire avec l'envie d'écrire. Quand on a envie d'écrire, tout devient intéressant et il y a plus de plage pour l'ennui et on se bat pour dégager des plages d'écriture. Il y a plus de place en fait pour cet ennui-là. Et alors pour revenir sur cette grossesse, parce que c'est un sujet vraiment enfin, je trouve ça hyper intéressant en termes d'expérience. D'autant plus que moi, je pourrais effectivement jamais la faire. Tu sais, il y a quand même une sorte de, c'est pas un dicton, mais de truc qui se dit, en fait, la femme a un enfant à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte et l'homme devient parent à partir du moment où l'enfant naît, en fait. Tu vois, et entre les deux, tu vois, où il se passe quand même 9 mois qui sont, enfin, tu vois, c'est une période longue. Il se passe cette chose que tu décris hyper bien, d'avoir un autre vivant à l'intérieur de soi. Ouais. Et parfois tu parles d'alien et en même temps parfois et c'est vrai que c'est enfin j'aimerais bien t'entendre parler de ça parce que je trouve que c'est super intéressant. Enfin moi en tout cas, je trouve ça super intéressant. Ben moi je suis très contente d'entendre ça parce que ça veut dire que de savoir que des hommes sont touchés par ces passages-là, c'est quelque chose que je trouve super. Ça veut dire que ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont été enceintes. C'était vraiment pas mon intention, donc ça me rassure. Et en effet, d'ailleurs, on peut le lire comme une espèce de roman qui décrit des choses qu'on vivra jamais, c'est vrai. Et d'ailleurs, hommes comme femmes, il y a des femmes qui seront jamais enceintes et peut-être qu'elles peuvent avoir la curiosité de voir ce que ça fait. Mais c'est vrai que je crois qu'on n'insiste pas assez sur le caractère complètement dingue de cette expérience. D'avoir dans son corps, au sein de son ventre, une espèce de toute petite boule au début, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, dont on entend le cœur quand on va faire l'écho. Et tout d'un coup, on entend un autre cœur dans son corps. C'est quelque chose d'ahurissant. On se dit, mais comment c'est possible ? Et ça, moi, je me souviens que c'est par l'ouïe, par l'écoute, que j'ai eu mon premier choc. Y a le test de grossesse, bien sûr, mais ça devient irréel. Alors après, le corps change. Mais à la limite, quand on a ses règles, ça change aussi. Donc voilà, on n'arrive pas trop à se le figurer. Et tout d'un coup, le moment où on entend un battement de cœur dans son ventre, mais là, c'est de la science-fiction. C'est
Et pourtant, c'est non seulement c'est la nature, donc c'est ce qu'il y a de plus réel, mais c'est de l'origine de tout, au fond. Et c'est en ça que cette expérience, elle est fascinante, non pas simplement par l'expérience du corps, mais parce qu'on se dit, mais là, je suis en train, moi-même, de reproduire, de donner naissance à une vie. Et de même, je trouve qu'on pense pas beaucoup à la mort quand on vit, et heureusement. Et je pense que la philosophie est une affaire aussi de manière de voir en face que nous sommes des êtres finis qui allons mourir. De même, on ne pense pas assez, je crois, à l'origine, à la naissance, à ce dont nous venons. La vie, elle commence à partir de ce moment-là. À partir du moment où j'entends le battement de cœur, ça veut dire que l'embryon que je porte est bien vivant et vraisemblablement va naître 7 mois après, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable qui, en effet, là aussi est ambivalent. C'est que tantôt, je me souviens très bien de moments où je me disais, mais je ressens un amour incroyable pour cet enfant que je porte, alors que je le connais pas du tout, je sais pas à quoi il ressemble, c'est normal, mais ça, on aime, en tout cas, j'ai senti un amour très fort pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je suis pas croyante, je pense que certaines personnes parlent comme ça de Dieu, ou d'autres choses, d'une réalité transcendante. Donc moi, je l'avais jamais ressenti. Je sais pourquoi j'aime les personnes, pourquoi, j'en sais rien, mais est-ce qu'on aime quelqu'un pour ses qualités? Je sais pas, c'est tout le mystère. Mais en tout cas, jusque-là, les personnes que j'aimais avaient un visage. Et là, tout d'un coup, on ressent cet amour complètement dingue pour un être qu'on a en soi, qu'on connaît pas, bref. Et d'un autre côté, comme justement on le connaît pas et on le voit pas, si ce n'est sur des photos d'échographie où il a l'air d'avoir la tronche écrasée contre la vitre, tu sais, les moments où on fait des grimaces. Parfois on se dit, mais c'est quoi ce truc que je porte? Et oui, à un moment, je fais quelques pages sur le film Alien de Ridley Scott, parce que c'est exactement ça quand même. Tout d'un coup, il y a un monstre qui sort des entrailles, une espèce de tentacule qui lui enserre le visage et qui va le dévorer. Et donc je me dis, mais est-ce que c'est pas ça qui va sortir de mon ventre? Ces expériences-là, elles sont complètement dingues. Et pourquoi est-ce je m'étonne sur le fait qu'on les raconte pas autant, que c'est comme s'il fallait s'excuser, comme si... En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle beaucoup d'accoucher, tu vois, mais des idées, oui, des comme œuvres, métaphore. Comme une métaphore, mais on parle pas. En fait, finalement, ce concept, non, cette expérience, c'est pas un concept, justement. On en parle comme un concept, alors qu'en fait, il y a une expérience derrière. Et cette expérience-là, elle est pas partagée ou très peu partagée. Il y a d'autres podcasts, je pense à Bliss Stories, qui sont dédiés uniquement justement à cette expérience qui est l'accouchement et la grossesse. Donc, il y a maintenant des médias, tu vois, podcasts qui existent uniquement sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que pendant des années, finalement, c'est un sujet qui a été mis de côté. Oui, et puis alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le fait qu'aujourd'hui, il y ait des espaces dédiés pour en parler, c'est une révolution, ça n'existait pas avant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est de faire se rencontrer ces expériences-là et le récit qu'on en fait, et l'expérience de la pensée. En fait, c'est les deux, moi, qui m'intéressent. C'est pas juste en parler pour en parler, même si je peux, avec mes copines, je peux en parler pendant des heures, évidemment. Mes copains, même parfois aussi. Mais c'est de le prendre au sérieux, de prendre cette expérience sur un autre registre que celui du partage, de l'expérience ou du bavardage, pour ceux qui méprisent ça, et de le ressaisir par la pensée, parce que ça interpelle vraiment, ça pose des vraies questions. Et tout le livre se construit sur cette rencontre entre les deux, entre l'expérience d'un côté et la pensée de l'autre. Où est-ce qu'elles vont se croiser? Est-ce que vraiment on doit distinguer les deux? Est-ce que pour faire de la philosophie, on doit tourner le dos à la vie ordinaire et aux expériences du corps? Ou pas? Et donc, si elles se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change à la pensée? C'est une question fascinante, non? C'est fascinant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles avec des sociologues, ils t'expliquent qu'en ce moment, on était dans une période moderne d'analyse où on découpait tout en morceaux et donc où on a découpé l'esprit et le corps, et où là, on revient dans une sorte d'ère qu'on n'arrive pas à nommer finalement, où on rassemble corps et esprit, tu vois. Le corps étant très ancré dans la nature, parce que le corps, c'est la nature, évidemment. Oui. Tu vois, on a tendance à la penser à l'extérieur de nous, mais finalement, on parle beaucoup de reconnexion à la nature, mais en fait, on est connecté à la nature puisqu'on est la nature. Mais c'est notre cerveau, nos pensées qui sont déconnectées de la nature. Et finalement, il y a cette reconnexion qui est en train de se créer. Tu vois, on voit aussi, tu parlais de spiritualité ou en tout cas de religion. Il y a aussi cette volonté, tu vois, cette recherche, tu dois voir ça, j'imagine, de spiritualité, toute cette thématique en fait que tu vois arriver chez les sociologues, chez les philosophes. C'est vrai, mais pour moi c'est pas le même mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui on remet beaucoup en question le dualisme, donc la distinction entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, ou l'âme dans le christianisme, c'est ça. Socrate a cette perception-là, le corps est le tombeau de l'âme, etc.
C'est vrai. Et aujourd'hui, avec les pratiques du yoga, de la méditation, on est plus dans une espèce de totalité, enfin pas de totalité, mais d'un ensemble harmonieux entre le corps et l'esprit, et avec la nature même. Mais une chose est de changer cette perception-là, une autre est d'en faire le lieu d'une réflexion. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de dire que le corps et l'esprit sont peut-être une seule et même chose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à réfléchir à partir du corps. Pas simplement, c'est en ça que je le distingue de l'exercice de la méditation, par exemple, que j'aime beaucoup par ailleurs, ou le yoga, moi-même, à titre personnel, je suis assez friande de ces expériences-là. Mais pour moi, ça s'oppose quasiment à la réflexion philosophique. Qui est quelque chose, qui est douloureux, qui est un exercice, qui est un vrai travail, et qui va pas du tout avec cette espèce d'harmonie. Je veux dire, si tout allait très bien, si on était en harmonie parfaite avec soi et avec le monde, mais on n'aurait pas besoin de réfléchir, on n'aurait pas besoin de créer. C'est la phrase de Bergson. Bergson dit, si on était en coïncidence parfaite avec le monde, il n'y aurait pas d'art. Il n'y aurait pas d'expression artistique, puisqu'on pourrait se comprendre sans se parler, que tout irait bien. Et donc c'est là où moi-même je suis ambivalente. C'est que d'un côté, je recherche profondément cette manière d'être en phase avec l'existence, d'être de plein pied dans l'existence, de jouir au maximum de ce qui est, d'être dans une espèce d'apaisement total. Et de l'autre, je vois bien que cette intranquillité qui me fait écrire et qui justement m'empêche d'être en paix, je la chéris tout autant, parce que je crois aussi que c'est ce qui me rend la vie intéressante. Et que je tiens à ce caractère intéressant. Enfin, je tiens, de toute façon, je suis comme ça. Oui, en fait, t'es incarné, donc par définition. Voilà, mais peut-être que le conflit se situe là, dans le refus de céder complètement à cette espèce d'état des choses où on flotte, qui est l'état qu'on cherche à atteindre quand on fait du yoga ou quand on médite. Et peut-être que moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie d'être apaisée, mais que j'aime bien aussi ce petit truc qui me pèse pourtant. Mais je crois que c'est ça, moi, qui est un moteur qui me fait écrire, qui me fait avancer, qui me fait faire plein de choses. En fait, c'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on discute là, en fait, ce dont tu parles, même dans le fait d'être enceinte, ce que tu décris à l'instant, c'est que des contradictions, en fait. C'est vrai. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, on se rend compte on est fait, bon, c'est pas une nouveauté non plus, mais on est tellement fait de contradictions et tu vois, le fait d'être enceinte, de se dire, j'ai un amour inconditionnel pour un être que je connais pas et en même temps, il me prend mon énergie, il est en train de transformer mon corps. Il va peut-être me bouffer, ouais. Il va peut-être me bouffer. C'est très étrange. Moi, c'est vrai que j'ai des amis qui avaient peur de tomber enceinte pour cette raison-là, en se disant, mais c'est quand même très étrange d'avoir un corps extérieur à moi-même à l'intérieur de moi. Enfin, il y a quand même ce truc un peu chelou, quoi. Clairement, pardon, c'est pas un terme de philosophie pour le coup, celui-là. Non, mais il dit très bien ce qu'il veut dire. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment ça. C'est étrange et en même temps, je sais pas. Enfin, quand tu parlais de penser, donc la grossesse, c'est très dans le physique, évidemment, c'est dans le corps. Et quand tu parlais de penser la grossesse, je me pose même la question finalement, est-ce même l'endroit de la pensée, parce qu'en fait, c'est tellement physique que est-ce que c'est un truc que tu penses, enfin. Je sais pas, comme je suis un homme, en fait, j'en sais rien. Déjà, je crois qu'on n'est pas enceinte qu'avec le corps. Que être enceinte est un état qui implique, qui prouve d'ailleurs le lien entre le corps et l'esprit. C'est parce qu'on attend l'enfant et toute la conscience est tendue vers cette attente. Donc c'est pas simplement avoir son corps qui se modifie et qui abrite un autre corps que le sien, c'est aussi être dans un état d'esprit qui se prépare à l'arrivée d'un nouveau-né. C'est ça aussi la grossesse. Et c'est là où ça concerne l'homme aussi, parce que l'homme aussi, même s'il fait pas d'expérience physique, il sait très bien que dans 9 mois, le jour où il apprend que sa compagne est enceinte, que dans 9 mois, sa vie va changer radicalement. Donc, je suis pas sûre que ce soit qu'une expérience du corps. C'est très physique, mais pas que. Et ça, ça me paraît assez intéressant d'ailleurs de le souligner. C'est pas qu'une expérience du corps. Après, est-ce que c'est le lieu de la pensée ? Le lieu de la pensée, il n'existe pas. Et on pense ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement les endroits où ça semble relever du défi, parce que la grossesse, l'ordinaire, ou la jouissance, le thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant, ce sont des thèmes, mais des expériences qu'on ne trouve pas beaucoup dans la réflexion philosophique. Et alors, pourquoi ça m'intéresse ? Ça, faudrait demander à mon psy, mais je pense que c'est une manière pour moi de... il est là. Merde, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Non, mais je crois que c'est une manière de mettre à l'épreuve jusqu'où peut aller le travail de la réflexion et jusqu'où les expériences physiques se satisfont d'elles-mêmes.
Mais bon, moi j'aime bien ce que tu dis sur la contradiction parce que je crois que c'est complètement ça et que j'aime ça, la contradiction. Moi j'aime bien tout ce qui rentre pas dans des cases. Même au-delà de la contradiction qui peut être très schématique, c'est genre il y a ça et il y a ça. Ben, c'est encore plus compliqué que ça. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a autant de points de vue sur cette vérité-là. Et j'aime bien faire le tour de la vérité et d'aborder la même réalité sous différentes perspectives. Au risque de se contredire, au risque de changer d'avis, au risque de dire bah oui j'ai dit ça mais là je dis ça. C'est ça moi c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Le reste ne m'intéresse pas. Mais de manière viscérale, tout ce qui est de l'ordre des catégories, des communautés, des étiquettes qu'on met. J'ai l'impression qu'on parle d'un autre monde, en fait. Ce qui t'intéresse à la complexité, quoi, en fait. La nuance, et surtout le mouvement, en fait, la transformation. Voilà, moi j'aime la transformation. J'aime quand les choses changent. J'aime quand ça évolue. J'aime quand on reconnaît que les choses sont jamais figées. Pourquoi la vie ordinaire me pèse ? C'est que souvent, c'est le règne des objets, si on bouge pas, on s'englue. Alors que moi, j'aime la transformation, la métamorphose dans les cas les plus flagrants, mais parfois même infimes. J'aime bien quand on est en devenir. Ça tombe bien, on l'est de toute façon d'ailleurs. Par j'aime bien définition. ceux qui vivent en le reconnaissant et je sais pas, même en le revendiquant. J'aime bien ça. Je trouve que c'est plus intéressant. Non, mais effectivement. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Comme je t'avais pas prévenu. Non. À quoi je veux ouvrir ? C'est deux questions ou c'est une question ? Non, c'est une question. Tu peux répondre de deux manières différentes, mais ouvrir ou claquer, ou ouvrir et claquer. Je voudrais ouvrir la porte à la suite. J'ai envie la laisser rentrer. Mais avec curiosité, gourmandise et courage. Et allez, ok. J'aime bien cette idée de j'ouvre la porte et je laisse tout rentrer. Et après, je me débrouille avec. Tu vois, comme une espèce de... Ouais, il y a de la gourmandise, il y a aussi une envie d'en découdre. Enfin, je trouve que là, on est beaucoup abattu par plein de choses. C'est difficile. Et bizarrement, moi, ça m'a pas du tout abattu. Ça m'a donné envie encore plus de me battre et de faire en sorte que... Je sais pas. C'est vrai que cette période, elle était transformative, je pense, pour beaucoup de monde, de manière positive ou négative. Enfin, transformation, de toute façon, c'est toujours positif dans l'absolu, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en ressortent plus forts, entre guillemets, et d'autres qui se sentent vraiment, tu vois, comment dire, pesés. Enfin, ça leur pèse, en fait, cette période. Et sans parler, alors on a parlé de l'accouchement, mais sans parler des enfants qui peuvent... Je pense qu'on a sous-estimé un peu le traumatisme pour les enfants. Et pour les parents, oui. Ça dépend de l'âge des enfants. Ouais, je pense qu'il y en a pour qui c'est très difficile, c'est vrai. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.